militaire, élimination du guide suprême et représailles iraniennes. Depuis le 28 février, l'offensive israélo-américaine fait trembler l'Iran et tout le Moyen-Orient. C'est une guerre existentielle, des deux côtés. Cette semaine, dans la grande histoire, je vous raconte comment l'Iran et les États-Unis sont devenus ennemis. The Anglo-Iranian Oil Company, an organization in which the British government itself is the majority stockholder. Its concessions in Iran are huge. Its refinery here at Abadan, built with the help of American engineers, is the largest single refinery in the world. En 1951, le premier ministre iranien Mohammad Mossadegh nationalise les gisements pétroliers et exproprie la puissante compagnie Anglo-Iranian Oil Company. Il se présentait comme laïque, comme nationaliste, et il était une opposition au Shah. Il était assez populaire en Iran. 2 ans plus tard, Mossadegh est renversé par un coup d'état militaire favorable au Shah. L'action des royalistes appuyés par l'armée retournait en effet très brutalement la situation, malmenant les partisans de Mossadegh. Les manifestants sont maîtres de la rue. Un renversement fomenté et organisé en secret par la CIA avec le soutien des services secrets britanniques. C'est l'opération Ajax. On est en pleine guerre froide, et en pleine guerre froide, tous les coups sont permis, et notamment quand il s'agit de pays pétroliers. L'Iran allait 3e réserve de pétrole au monde, 2e réserve de gaz au monde, donc c'était un producteur à l'époque essentiel pour les États-Unis. L'Anglo-Iranian Oil Company, renommée BP, récupère les gisements de pétrole. Les compagnies américaines font leur entrée sur le marché iranien. Déchu par Mossadegh, le Shah retrouve sa place. Et l'empereur a pris l'avion pour regagner au plus vite sa capitale. La révolution islamique, elle est issue d'un mouvement populaire, d'une contestation contre le pouvoir de l'époque, donc le régime du Shah d'Iran, le dernier roi d'Iran. Une colère très forte contre des inégalités sociales dans le pays très importantes, des différences de revenus également, contre l'ingérence des États-Unis dans le pays, et notamment le fait que le pétrole iranien n'appartenait pas tout à fait aux Iraniens, mais plutôt aux États-Unis. En 1971, le Shah d'Iran organise les grandes fêtes de Persépolis pour célébrer les 2500 ans de la civilisation perse. Une cérémonie absolument grandiose qui coûte énormément d'argent. Il a fallu, dit-on, 12 années de travail pour préparer ces fêtes. Le coût total soulève bien des critiques ici et là. 3e producteur de pétrole au monde, l'Iran d'aujourd'hui a les moyens. Et là, les Iraniens voient ce faste, voient cet argent, ce banquet à la télévision, et la colère commence à monter contre cette opulence. L'un des principaux opposants au régime du Shah, Rouhollah Khomeini, vit en exil. Depuis la France, il appelle au soulèvement du peuple iranien. Khomeini incarne, y compris d'ailleurs en Occident, une forme d'émancipation, de transcendance, de spiritualité, et surtout un discours de décolonisation et de désoccidentalisation vis-à-vis des États-Unis. L'anti-occidentalisme de la République islamique trouve beaucoup ses racines et ses origines dans ce contexte-là d'anti-impérialisme, de la guerre froide avec l'influence des partis communistes. Finalement, le seul point commun entre les islamistes de Khomeini et la gauche iranienne, qui était une alliance complètement contre nature, c'était cette haine commune des États-Unis et de l'Occident en général. Ce que les révolutionnaires reprochent au Shah à l'époque, c'est un mode de vie occidental, une modernisation à marche forcée. Ils lui reprochent également une police politique qui était extrêmement violente, qu'on appelait la SAVAK, qui faisait qu'il y avait aucune liberté politique en Iran durant cette période. À la fin des années 70, l'opposition au régime du Shah prend de l'ampleur. Des millions d'Iraniens descendent dans la rue. Le Shah déploie l'armée qui réprime ces manifestations dans le sang. C'est le Vendredi noir. Certaines estimations font état de
200 morts. Face à cette pression, le Shah d'Iran quitte l'Iran le 16 janvier 1979 et Khomeini arrive dans un avion Air France au bras du commandant de bord le 1er février 1979 et il prend le pouvoir. Impressionnante image que de voir ce vieil homme de 78 ans descendre après 15 années d'absence la passerelle de l'avion qui le ramenait en Iran. Lorsque Khomeini arrive en Iran, il donne assez vite la couleur de sa politique étrangère, c'est-à-dire aucune ingérence étrangère. On récupère l'Iran. Cette fois, les Iraniens ont sans doute compris, 15 jours après le départ du Shah, ils tournent définitivement un chapitre de leur histoire avec le retour triomphal de l'ayatollah Khomeini. La République islamique est proclamée avec à sa tête le guide suprême Khomeini. Considéré comme le représentant de Dieu sur terre, il instaure la charia. Rapidement, les cafés, les cabarets sont fermés, la vente d'alcool est interdite et il faut pour les femmes se voiler, se couvrir, donc avec une obligation de porter le voile dans l'espace public. Le statut juridique des femmes est modifié. Désormais, une sœur obtient 2 fois moins que son frère lors d'un héritage. Elles ne peuvent plus accéder à certains métiers, notamment dans la haute fonction publique. Sur la scène internationale, le régime des Mollahs s'oppose aux États-Unis et à leur principal allié dans la région, Israël. Le 4 novembre 1979, des centaines d'étudiants iraniens manifestent devant l'ambassade américaine à Téhéran pour réclamer le retour du Shah, alors en exil aux États-Unis. Et il demande son extradition pour l'exécuter. Les manifestants soupçonnent l'ambassade d'abriter un centre d'espionnage et décident de forcer les portes. Les diplomates, voyant ces étudiants déferler dans l'enceinte de l'ambassade, prennent tous les documents confidentiels et commencent à les broyer et commencent ensuite à les brûler. Cernés par une foule de manifestants en colère, une cinquantaine de ressortissants américains sont pris en otage. Une ambassade, en droit international, c'est un territoire national. Et une ambassade, c'est un morceau de territoire américain. Et donc, cette ambassade envahie par des étudiants, avec des otages dont certains sont des hauts diplomates de haut rang, c'est un choc aux États-Unis. Parce que les Américains ont un rapport à leur territoire, à leur nation, qui est un rapport de sanctuarisation. Le territoire américain a été très peu attaqué dans l'histoire. Et quand ça a été attaqué, ça a été des traumatismes nationaux extrêmement puissants. Présenté comme spontané, ce mouvement est en réalité téléguidé en sous-main par le guide suprême Khomeini. La prise d'otage de l'ambassade américaine, finalement, a complètement mis, on va dire, hors jeu les forces modérées du début de la République islamique, et c'est les plus durs qui ont ensuite pris le pouvoir. L'ambassade des États-Unis est toujours occupée par les étudiants. Depuis ce matin 10h, la position des étudiants n'a pas changé. Ils resteront dans l'ambassade américaine jusqu'à l'extradition de l'ancien Shah d'Iran des États-Unis. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues. L'Iran est placé sous embargo américain. En échange de la libération des otages, Khomeini réclame également aux Américains qu'ils reconnaissent leur implication dans le coup d'État de 1953. Pour les Américains, ça a été un coup très dur qui a créé un traumatisme qui a duré plusieurs décennies. Et ça a coupé complètement l'Iran du monde occidental. Lorsque la crise s'achève en 1981 avec la libération des otages, la rupture entre Washington et Téhéran est totale. Mais l'isolement de la République islamique ne fait que commencer. Dès 1980, l'Irak de Saddam Hussein envahit l'Iran, entraînant une guerre meurtrière de 8 ans. Dans ce conflit régional, les États-Unis soutiennent indirectement Bagdad. Bon, en fait, ils soutiennent un peu les deux côtés. En 1986, l'administration Reagan est accusée d'avoir contourné son propre embargo envers l'Iran pour leur vendre des armes via Israël. It was a mistake. Mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que pour Téhéran, cette guerre va durablement militariser le régime et ancrer un peu plus la haine envers Washington. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. En janvier 2002, soit quelques mois seulement après les attentats du 11 septembre, George W. Bush prononce un discours historique dans lequel il définit l'axe du mal. Le président américain nomme les ennemis des États-Unis et parmi eux, l'Iran. Cette année-là, l'opposition iranienne en exil révèle l'existence d'installations nucléaires à Natanz et à Rak. Cette annonce ouvre une nouvelle ère de tensions diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis.
Alors c'est une vraie menace pour les États-Unis et pour leurs alliés dans la région, pour les Israéliens et pour les pays arabes aussi du Golfe Persique. Pour la Turquie, aucun pays n'a intérêt à ce que la République islamique, évidemment, se dote de l'arme nucléaire. L'Iran développe-t-il un programme nucléaire civil ou cherche-t-il l'arme atomique? Officiellement, Téhéran affirme que son programme est exclusivement pacifique. Mais Washington et une grande partie de la communauté internationale n'est pas convaincue. The idea of Iran having a nuclear weapon is unacceptable. And it's unacceptable to the United States, and it's unacceptable to the nations we're working with in the United Nations. Après avoir fait tomber le régime des talibans en Afghanistan, les États-Unis envahissent l'Irak en 2003. Les forces américaines sont aux portes de l'Iran, à l'est et à l'ouest. La situation est glaciale entre les deux pays, d'autant plus avec l'arrivée au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad. حادثه مشکوک 11 سپتامبر و در واقع برای سلطه بر خاورمیانه و نفت آن افغانستان و عراق را اشغال کردند. Son discours farouchement anti-américain et israélien isole un peu plus l'Iran sur la scène internationale. Dès 2006, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte plusieurs sanctions contre le régime iranien. Gel d'avoirs, embargo sur les armes et restrictions sur les technologies nucléaires. Les États-Unis et l'Union européenne renforcent leurs propres sanctions. De son côté, l'Iran accélère son programme d'enrichissement d'uranium. À la fin des années 2000, les relations entre Washington et Téhéran semblent atteindre un point de rupture, mais le renouvellement des dirigeants de part et d'autre va ouvrir la voie à la négociation. My administration is now committed to pursuing constructive ties among the United States, Iran, and the international community. This process will not be advanced by threats. En 2009, Barack Obama devient président des États-Unis. Contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau locataire de la Maison-Blanche affiche sa volonté de négocier avec l'Iran. Du côté de Téhéran, l'élection d'Hassan Rouhani en 2013 marque un tournant. Plus pragmatique que son prédécesseur, le nouveau président de la République islamique se dit ouvert aux négociations sur la question nucléaire. ایران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک با دیگر کشورهاست و در این چارچوب در پی افزایش تنش با ایالات. C'est pas parce qu'il l'appréciait, c'est pas parce que c'est un grand progressiste, ça reste un membre de la République islamique d'Iran. Mais sa promesse de 2013, c'était de faire baisser le niveau de tension entre l'Iran et les États-Unis en acceptant des négociations sur la question nucléaire. À Téhéran, l'enjeu est de sortir de l'asphyxie économique provoquée par les sanctions internationales, tandis qu'à Washington, l'objectif reste d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Après des mois de négociations, un accord historique est signé en 2015. La première fois, on voit un ministre iranien des Affaires étrangères parler à un ministre américain des Affaires étrangères, se serrer la main, se promener à Genève ensemble. Téhéran accepte de limiter strictement son programme nucléaire et d'ouvrir ses installations aux inspections internationales. En échange, une partie des sanctions économiques est levée. After 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Ce rapprochement laisse entrevoir la possibilité d'une normalisation des relations entre les États-Unis et l'Iran. Mais cet espoir va être de courte durée. Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. En 2018, soit un an après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien. Si la question nucléaire à cette époque avait été en partie réglée, tout le reste, qui est l'influence régionale de l'Iran, le soutien aux milices, le programme de missiles balistiques, de toute façon n'était pas sous le contrôle de Rouhani. L'exécutif, c'était des questions gérées par les gardiens de la révolution et par l'ayatollah Khamenei. Et lui, l'anti-américanisme faisait partie intégrante de son identité politique, de son ADN. Au-delà de la question nucléaire, c'est le programme balistique iranien qui inquiète, notamment les pays voisins, car c'est l'un des arsenals les plus importants du Moyen-Orient. Selon les dernières estimations, l'Iran disposerait, avant le début de la guerre, d'environ 1500 à 2000 missiles balistiques de moyenne portée, capables d'atteindre jusqu'à 2000 km, soit une distance suffisante pour frapper Israël et l'Est de l'Europe. The deal lifted crippling economic sanctions on Iran in exchange for very weak limits
on the regime's nuclear activity and no limits at all on its other malign behavior, including its sinister activities in Syria, Yemen, and other places all around the world. L'accord de 2015 permettait le retour d'entreprises occidentales en Iran, sauf les entreprises américaines interdites par l'ayatollah Khamenei. Et pour Donald Trump, adepte d'une diplomatie disons plus transactionnelle, cet accord ne présentait aucun intérêt économique pour les États-Unis. This disastrous deal gave this regime, and it's a regime of great terror, many billions of dollars, some of it in actual cash. A great embarrassment to me as a citizen and to all citizens of the United States. Donc quand il est élu, il sort de l'accord en 2018 et depuis c'était assez évident que la guerre était inévitable. À Téhéran, la réaction est immédiate. Des milliers de personnes descendent dans la rue pour protester contre le retrait des États-Unis de l'accord. En janvier 2020, Donald Trump franchit un cap en éliminant l'un des symboles du régime. Trump élimine le général Soleimani à Bagdad, qui était l'architecte de cette influence régionale de la République islamique d'Iran. Et pourtant, cette année-là, Trump affirmait déjà qu'il ne voulait surtout pas de guerre avec l'Iran. We've spent $8 trillion in the Middle East, and we're not fixing our roads in this country? How stupid is it? And we're not fixing our highways, our tunnels, our bridges, our hospitals even, our schools even. It's crazy. La non-ingérence et America First, l'Amérique d'abord, c'était le mantra de Trump pendant son premier mandat. C'est aussi ce qu'il promettait avant d'être réélu en 2024. I'm not going to start a war, I'm going to stop wars. Mais en juin 2025, soit quelques mois à peine après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump décide, en coordination avec Israël, de lancer des frappes contre des sites nucléaires iraniens. It's been obliterated. It would be years before they could ever get going. La République islamique était-elle en train de développer l'arme nucléaire ? Pas si on en croit la directrice du renseignement américain, qui en mars 2025 affirmait devant le Congrès que l'Iran ne fabriquait pas la bombe nucléaire. How close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having one. Le 28 février dernier, l'offensive israélo-américaine visant plusieurs sites stratégiques en Iran a provoqué la mort du guide suprême Ali Khamenei et entraîné des représailles de la République islamique contre Israël, les États-Unis et ses alliés dans la région. C'est une guerre existentielle, des deux côtés. C'est une guerre existentielle pour le régime, c'est pour ça qu'ils montrent aucune retenue maintenant dans leur réaction. Ils frappent tous les pays de la région, ils essayent de bordéliser la région, de faire monter le prix du pétrole, de créer un choc économique planétaire. Et de l'autre côté, pour Israël et les États-Unis, c'est leur fenêtre de tir pour soit en finir, soit affaiblir durablement la République islamique. Le 3 mars, Israël a affirmé avoir frappé un centre nucléaire secret dans la banlieue proche de Téhéran, un site localisé grâce aux renseignements militaires qui surveillaient des scientifiques iraniens depuis les frappes de 2025. Si l'existence de ce site nucléaire se confirme, ça pose une question. Y a-t-il d'autres sites cachés ? Et si c'est le cas, cela confirmerait, comme l'affirmait Donald Trump, que l'accord de 2015 était fondé sur un mensonge de la République islamique d'Iran. This Iranian promise was a lie. Maintenant, dézoomons un peu, car ce conflit régional soulève des enjeux internationaux. Au sud de l'Iran, le détroit d'Ormuz est un carrefour stratégique pour le transport pétrolier. 20% du pétrole mondial transite par ce détroit. Un pétrole quasiment indispensable pour l'Asie. 57% du pétrole chinois provient du Moyen-Orient. La Chine qui doit à présent faire sans le pétrole vénézuélien depuis la capture de Nicolás Maduro par l'armée américaine. Et si le régime iranien était amené à tomber et que l'Iran repassait sous influence américaine, les États-Unis gagneraient en influence sur le détroit d'Ormuz et disposeraient donc d'un moyen de pression supplémentaire dans leur rapport de force avec la Chine. Cette intervention est aussi peut-être un message envoyé à la Russie qui assiste impuissante depuis un peu plus d'un an à la chute de ses alliés, Bachar el-Assad en Syrie et Nicolás Maduro au Venezuela.
J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Avant de vous laisser, je voudrais remercier Mariam Pirzadeh, Thomas Negaroff et Farid Vaïd pour leur éclairage. Un grand merci également à toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, en particulier Azilis, Samuel, Audrey et Sahar. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.